Vous avez obtenu plus de 500 signatures là où d'autres ont échoué. Et pourtant, les Français ne vous connaissent pas. Pourquoi? Bah, si les gens français ne me connaissent pas, c'est parce que depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été beaucoup m'inviter dans toutes les radios et dans toutes les C'est télévisions. uniquement la faute des médias? Non, parce que, enfin oui, largement, parce que sur Internet, je suis très connu. UPR.fr, c'est notre site, le site du parti que j'ai créé, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et notre chaîne YouTube, Union populaire républicaine, a dépassé les 10 millions de vues, ce qui est considérable. Je vais vous donner un exemple. Comment vous expliquez ça? Mais j'explique ça par le fait que nous avons demandé beaucoup, gentiment, poliment, à beaucoup de chaînes de radio et de télévision, les grandes chaînes de radio et de télévision depuis des années, d'être invités. Et puis à chaque fois, on me disait non. Voilà, il y avait une fin de non-recevoir. Parce que quand on voit les sondages, et on va les voir, vous êtes dans l'infinitésimal, oui, dans le 0,5. Vous voyez bien que les sondages sont faux. Pendant hier, nous avons eu 6500 personnes. C'est vraiment considérable. C'est à l'endroit même où s'était tenu le 3 décembre dernier la primaire, vous savez, la réunion pour la primaire du Parti socialiste, la Belle Alliance, la Belle Alliance populaire, où il y avait eu 2500 personnes à tout casser. D'ailleurs, la presse s'en était fait l'écho. Et moi, je voyais hier les propriétaires des lieux qui n'en revenaient pas. Effectivement, on a fait pratiquement 3 fois plus de monde que les socialistes. Bon, au même moment, hier, il se tenait à l'île de la Réunion, il y avait une réunion avec M. Macron, et qui a tourné au fiasco. Il n'a pas fait le plein. Non seulement il n'a pas fait le plein, mais les gens s'en allaient, parce que les gens, ils écoutent M. Macron, ils se rendent compte que c'est absolument creux, que c'est vide, ce sont des slogans totalement vides. Et les gens finissent par choisir la qualité. Nous, si nous avons tant de monde, il fallait voir la ferveur, il fallait voir l'enthousiasme et la ferveur. Il n'y a personne qui est parti avant, il y a des gens qui sont arrivés pendant. Il fallait voir la ferveur. Et pourquoi ça? Parce que moi, je vais au fond des choses, parce que depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique pour rappeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. 1, je n'ai jamais varié. 2, je refuse toute ambiguïté. On parlera sans doute des programmes de quelques autres candidats. Qui se rapprochent de beaucoup d'autres. J'imagine ce que vous allez me dire. Je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire le seul qui prend l'engagement solennel. Si je suis élu, la première chose que je fais, attendez, je termine mon propos. La première chose que je fais, je convie les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à venir, et je leur annonce la décision souveraine des Français de sortir de l'Union européenne, ce que vont faire les Britanniques le 29 mars de ce mois. Alors juste avant que vous reveniez là-dessus plus en détail sur votre parti, les réseaux sociaux. On a vu cette salle qui était pleine hier. Sur les réseaux sociaux, vous faites aussi un tabac. À votre compteur, c'est 20 000 adhérents, je crois, pour votre parti. Vous fêtez... Non, on est à 20 000. Écoutez, je vais vous dire très exactement. Oui, parce que c'est en ligne et c'est en direct. C'est en direct. C'est le seul mouvement politique. Nous sommes actuellement à 20 600. Voilà. 10 adhérents. Et vous savez, à la fin de cette émission, on le regardera, on le mettra à jour. Je suis persuadé qu'on aura encore grimpé de quelques adhérents, puisque c'est tenu en jour à temps réel. Il suffit d'aller sur notre site. Vous avez soufflé votre 10e bougie. Et comme le disait Damien, plus de 500 parrainages là en 2017. En 2012, c'était 17, je crois bien, parrainages que vous aviez obtenus. Mais la question qu'on peut se poser, ça a l'air de fonctionner, mais qu'est-ce que vous faites pendant ces 5 ans où finalement on n'a pas entendu votre voix et aujourd'hui vous arrivez à être candidat à la présidentielle? Comment ça fonctionne votre parti et comment vous fonctionnez? Mais vous êtes quand même un petit peu, excusez-moi, c'est quand même, ça frise la provocation gentille, mais... C'est fait exprès. Non, mais écoutez, j'ai été invité par des médias pendant 5 ans, mais c'était surtout des médias de la bande FM ou d'Internet. Donc j'ai été invité, je peux leur rendre hommage, par exemple à Radio Tropique FM, Radio Africa numéro 1, Beurre FM, voilà, Radio Notre-Dame, ce sont des radios de la bande FM ou des sites Internet. Mais à chaque fois que l'on demandait à passer sur des grands médias, c'était niette. Et pourtant, ça n'est pas normal, puisque je rappelle qu'aux élections européennes de 2014, on avait rassemblé 77 000 suffrages, c'est-à-dire 0,4% des suffrages. C'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'était plus que le NPA de M. Besancenot. Et puis faire 0,4% des suffrages, si 100% des Français vous connaissent, c'est pas beaucoup. Mais faire 0,4% des suffrages, s'il y a 2 ou 3% des Français qui vous connaissent, c'est beaucoup. Ensuite, on s'est présenté aux élections régionales en décembre 2015, et là, nous avons rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% des suffrages, avec 1971 candidates et candidats. Normalement, on aurait dû avoir un accès aux grands médias. Eh bien, désolé, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs,
TF1 et LCI ne m'ont pas invité à cette occasion. Parce que c'est vrai qu'on vous connaît mal. Alors vous mais on me connaît mal parce que, vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait 10 ans que j'ai créé l'UPR. Enfin, c'était. Oui, alors justement, voulez-vous voir là sur Internet parce que vous êtes le candidat d'Internet en quelque sorte. Regardez ce que ça donne. Je termine mon propos. Ça fait 10 ans que j'ai créé l'UPR. Je n'ai encore jamais été invité sur France Inter. Voilà. Alors, si vous avez des amis chez France Inter, dites-moi. Là, rien qu'avec les temps de parole, ils vont être obligés de nous inviter, hein, je pense. En revanche, j'ai eu quelques éditoriaux à mon encontre où on m'a insulté. Voilà. Ah oui. Alors, regardez ce que ça donne, votre campagne sur Internet. Qu'est-ce que c'est que l'UPR, l'Union populaire républicaine ? C'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, qui créait la communauté économique européenne. Et si j'ai créé ce mouvement politique ce jour-là, c'est à titre symbolique, parce que ce mouvement a pour objectif de rassembler tous les Français, quelles que soient leurs opinions par ailleurs, de droite, du centre ou de gauche. François Asselineau, c'est quand même extraordinaire là ce que vous faites. Vous êtes tout seul face à une caméra avec un trucage vidéo minimum. Quand on voit les combinaisons politiques qu'il faut justement pour exister, la droite, la gauche, la recomposition, vous y allez comme ça. J'ai créé, boum. Oui, ça vous choque ? Pas du tout. Vous savez, les Français, pourquoi est-ce que notre mouvement politique grimpe à une façon vertigineuse ? Je crois que beaucoup de journalistes n'ont pas vu venir ce qui était en train d'arriver. Actuellement, quand je vous dis que nous avons notre mouvement 300 adhérents de plus tous les jours, c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Voilà. Or, les Français, actuellement, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de la politique politicienne, ras-le-bol des têtes qu'ils ont toujours vues. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, parmi les 11 candidats. Je suis le seul. Alors vous êtes en politique depuis longtemps, hein, sous Charles Pasqua, sous Jean Tibéry. Non. Alors, si, vous êtes présenté aux législatives. Là, je vois très vous êtes un homme de cabinet, vous avez fait HEC, l'ENA, vous êtes aussi du système. Mais d'abord, je n'ai pas dit que j'étais anti-système. Ça, c'est pas des qualificatifs que j'ai. J'ai fait HEC. Allez-vous me le reprocher ? Pas du tout. J'ai fait l'ENA. Allez-vous me le reprocher ? Je suis sorti vice-major. J'ai pris l'inspection générale des finances, qui est un des grands corps de l'État. Et vous étiez dans beaucoup de cabinets ministériels. Oui, ensuite, j'ai été dans des cabinets ministériels. Alors, est-ce que c'est faire de la politique ? C'est un petit peu à mi-chemin entre l'administration et la politique, puisque ce n'était pas vraiment de la politique. Mais c'est vrai que j'ai travaillé au cabinet, notamment, du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement Balladur, sous la présidence François Mitterrand, et au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé II, sous la présidence de Jacques Chirac. De telle sorte que pendant 4 ans, au cours des années 90, j'ai été dans les allées du pouvoir. Ça, c'est pour dire je suis un homme d'expérience. Mais je suis un homme... écoutez, excusez-moi de le souligner. Enfin, je suis bien obligé de faire un petit peu ma publicité, puisque les Français ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis quelqu'un de solide, qui connaît ses dossiers. Et un de vos confrères, un jour, m'a dit, vous savez pourquoi on ne veut pas vous inviter ? Personne ne vous dit le contraire, d'ailleurs. Je connais mes dossiers à fond. Et moi, je fais ce que je fais parce que j'ai découvert, en allant dans les allées du pouvoir, en accompagnant François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, moi, j'avais préparé les parties économiques et commerciales du dossier. C'était pour vendre le TGV en Corée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ensuite, j'avais accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. J'avais accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, dans toute l'Amérique latine. J'ai été reçu par le pape Jean-Paul II au Vatican. Sauf j'ai déjeuné avec Nelson Mandela. Des dizaines d'attachés ministériels qui ne se présentent pas à la présidence. Oui, mais attendez, mais des gens ayant cette expérience, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je me permets d'insister sur le fait que parmi les 11 candidats qui se présentent aujourd'hui devant les Français, je suis l'un de ceux qui a le plus d'expérience en matière internationale, mais aussi en matière économique et financière. François Asselineau, où vous vous situez aujourd'hui, souverainiste, eurosceptique, à droite, très à droite? On a du mal sur l'échiquier politique à vous mettre en quelque part, où vous dites finalement, moi ça me va, à bas les étiquettes. Écoutez, vous êtes journaliste. Bon, normalement, un journaliste, il va se renseigner auprès de la seule autorité en France qui est habilitée à donner une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Et vous êtes classé dans les divers. Le ministère de l'Intérieur n'avait pas de raison particulière de m'être favorable. Bon. Avant les élections européennes, puis les élections régionales, ils ont examiné à la loupe tout ce que j'ai pu dire, écrire, les analyses et les propositions, et ils ont conclu que nous étions un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Moi, je préfère dire au milieu des Français. Bon, ça veut dire que je vous mets au défi
d'aller regarder dans notre programme. Macron dit la même chose. Non, là, il y a une grande différence entre M. Macron et moi. Vous savez quelle est la différence? Allez-y. C'est que M. Macron, il dit une chose différente à chacun. Il va chez les socialistes, il dit « j'ai toujours été socialiste ». Ensuite, il rencontre Philippe de Villiers, il dit « je n'ai jamais été socialiste ». Bon, en fait, il dit c'est le caméléon parfait, c'est-à-dire vous le mettez sur un tissu rouge, il est rouge, sur un tissu bleu, il est bleu. Bon, vous savez comment on coince un caméléon, il faut le mettre sur un tissu écossais. Bon, moi, je dis toujours la même chose à tout le monde, c'est-à-dire que je dis aux gens qui m'ont rejoint, et qui sont plus de 20 600, et qui viennent de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, avec d'ailleurs une majorité de gens de gauche. Hier, par exemple... On en trouve beaucoup dans vos meetings, justement, oui, hier, des anciens qui ont voté socialiste, même à l'extrême gauche. Voilà. C'est ça le profil des militants, de vos électeurs? Et plutôt ça, parce que c'est un mouvement qui refuse tout extrémisme, qui n'a par exemple strictement rien à voir avec les propos anti-immigrés, islamophobes, etc. de Mme Le Pen. C'est un parti qui se concentre sur l'essentiel, le plus grand dénominateur commun des Français, c'est-à-dire récupérer leur souveraineté nationale, c'est-à-dire leur démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous l'avez dit, vous avez travaillé sous Balladur, sous Chirac, sous Pasqua, sous Jean Tibéry. Non, j'ai pas travaillé sous Jean Tibéry. Je n'ai pas travaillé sous Jean Tibéry. Vous étiez conseiller de Paris. Oui, d'ailleurs, j'avais quitté ce groupe, j'étais mis en non inscrit, et effectivement, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua. Je n'en disconviens absolument pas. C'était au Conseil général des Hauts-de-Seine, tout à fait. Et ensuite, vous oubliez de préciser que lorsque M. Sarkozy est arrivé à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, il était également un délégué. Il était également ministre des Finances et il m'a nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy. À votre avis, est-ce que c'est un imbécile qu'on nomme à ce poste? Non. Bon. Donc, si on m'a nommé à ce poste de délégué... Il vous en a fait sortir très vite, d'ailleurs, après. Non, ça s'est passé 2 ans après, pour une raison simple. Vous savez pourquoi j'ai été... en fait, on m'a prié de dégager de ce poste. C'est parce que dans le secret des cabinets ministériels, j'avais fait des notes, un très gros dossier, notamment, où j'expliquais que l'euro, de toute façon, exploserait. Et j'avais eu le tort d'avoir raison trop tôt. Mais on va peut-être parler de l'euro. Si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro... Alors, justement, ça n'est votre colonne vertébrale, c'est ça. C'est sortir de l'Europe, de l'euro, aussi de l'OTAN, et tout ira mieux? Alors, je n'ai pas dit que tout ira mieux. Bon, c'est comme si on avait dit à Charles de Gaulle en juin 40, alors voilà, vous voulez poursuivre la résistance, vous voulez créer la France libre, donc pour vous, tout ira mieux si les Allemands s'en vont. Mais évidemment, tout n'irait pas forcément. Il y aura des choses qui continueront d'aller mal, il y aura toujours des problèmes. Il le disait d'ailleurs, il y aura des problèmes avant, il y en aura après. Mais pourquoi est-ce que je veux sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Parce que l'Union européenne nous a volé notre démocratie, parce qu'elle nous impose des politiques que les Français ne veulent pas, et parce qu'elle nous entraîne à la ruine. Je vais prendre 2-3 exemples, si vous me le permettez. Pourquoi y a-t-il des délocalisations industrielles? Parce qu'il y a un article, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui force à la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça n'existait pas avant 92. Et dans la langue française, le mot même de délocalisation est apparu en 1993, lorsqu'une entreprise, il s'agissait d'une entreprise Hoover à Dijon qui fabriquait des aspirateurs, a transféré son usine à l'étranger. Les délocalisations, c'est aussi dû à la mondialisation en général. Non, monsieur. C'est pas que l'euro ou l'Europe. Non. La mondialisation... Quand le textile est allé faire des t-shirts en Chine, c'était pas l'Europe. Bien sûr que si. Quand Moulinex est allé faire son petit électroménager ailleurs qu'en Normandie, c'était pas dû à l'Europe. C'était les coûts salariaux qui étaient moins chers. C'est justement dû à la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est la mondialisation. Oui, non, attendez, vous me laissez parler. Oui. Bon, la mondialisation, c'est un jeu de dupes. Parce que figurez-vous que effectivement toutes les entreprises françaises peuvent aller se délocaliser en Chine, ça c'est vrai, ou en Tunisie, ou en Slovaquie. Mais en revanche, nous, par exemple, les Chinois peuvent acheter 1700 hectares de terre dans le Berry, c'était le cas au mois d'avril 2016. L'émir du Qatar peut racheter 5% de Vinci, peut acheter des hôtels ou le Paris Saint-Germain, etc. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Parce que la grande majorité des États du monde n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est ça. C'est-à-dire que les Chinois peuvent acheter 1600 hectares de terre dans le Berry, mais si vous gagnez, par exemple, à l'euro-million, et que vous voulez acheter, par exemple, des hectares d'un grand cru de thé de Chine, vous ne le pourrez pas. PSA vend plus de voitures en Chine qu'en Europe. Hein. Mais ça fait de sacrées rentrées d'argent. Je n'ai pas dit... Écoutez, jusqu'en 1992, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux
Qui dit contrôle ne dit pas interdiction, dit contrôle. Par exemple, Peugeot avait eu l'autorisation d'aller s'implanter en Iran pour y fabriquer des voitures. Bon, et moi, il retourne en ce moment. Voilà. Mais maintenant, là, ce dont il s'agit, c'est que si on veut lutter contre les délocalisations torrentielles, il n'y a pas d'autre solution que celle qui consiste à rétablir les mouvements de capitaux. C'est pas la seule chose. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne condamne les services publics, nous force à privatiser les services publics. Et moi, je dis, dans mon programme, parce que mon programme, c'est pas uniquement un programme négatif, il y a beaucoup de choses positives. Parce que vous veux renationaliser en masse. Je veux renationaliser les grands services publics à la française, dont d'ailleurs certains sont encore largement nationalisés. Mais je veux interdire GDF, France Télécom, qui s'appelle Orange. Orange, la Poste, la SNCF. Oui, et même TF1. TF1. Absolument. Pourquoi et les grandes banques bénéficiant de fonds publics. Ainsi, je me permets de préciser que les grandes sociétés d'autoroutes, dont la gestion a été privatisée, ainsi également que les grandes sociétés de concession. Et là, on revient dans l'esprit du début de la Ve République, où vous retournez 40 ans en arrière. Vous savez, les États-Unis d'Europe, quand ça a été lancé par Victor Hugo en 1849. Donc là, ça fait quand même à peu près 170 ans, n'est-ce pas, en arrière. Bon, moi, je veux ce que veulent les Français. Je suis le porte-parole des Français. Les Français ne veulent pas d'une société à l'américaine. Ils ne veulent pas plusieurs compagnies d'électricité non, je ne le pense pas. Je pense d'opérateurs téléphoniques, par exemple. Mais les opérateurs téléphoniques privés pourront continuer d'exister. D'accord. Je ne vais pas tout renationaliser. C'est un programme qui est renationaliser TF1, par exemple. Parce que TF1 était une entreprise publique qui a été privatisée en 1986. Parce qu'elles étaient toutes publiques absolument. Avant. Et puis à l'époque, il n'y avait pas ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire la floraison de sociétés de télévision privées. Je ne veux pas nationaliser ni BFM TV, ni télé, ni cette floraison, cette bouquet de télévision qu'il y a eu. Mais en revanche, TF1, c'est un cas... le service public a déjà 6 ou 7 chaînes sur la TNT, par exemple. C'est un cas particulier. TF1, c'est la première part de marché. Et dans des grandes démocraties comme le Royaume-Uni ou le Japon, la première chaîne de télévision, parce qu'elle a un impact majeur sur l'opinion publique, est une entreprise publique. Vous refaites la voix de la France, non, cher à Pompidou ? Ça sera une entreprise modèle en matière d'interactivité avec le public. Je veux notamment, par exemple, vous savez, les boîtiers médiamétrie. C'est une entreprise, la TF1 Nouvelle, c'est une entreprise qui sera la voix des Français. C'est-à-dire que les Français pourront voter pour avoir, par exemple, tel débat politique, pour avoir telle personnalité qu'ils veulent voir ou d'autres qu'ils ne veulent pas voir. Ils reprendront en main la gestion de l'information. Il y aurait une majorité de télévision et de radio publiques avec votre système. Mais écoutez, de toute façon, vous savez bien que les télévisions, en ce moment, sont en train de perdre constamment des parts de marché au bénéfice d'Internet. En 2016, pour la première fois, les Français ont passé plus d'heures en moyenne chaque jour devant Internet que devant les télévisions. C'est un service que je rends à TF1. Et puis dans TF1 nouveau modèle, je voudrais aussi... sûr que... Dans TF1, ben peut-être les actionnaires de TF1... Les actionnaires de TF1 ne sont peut-être pas d'accord. fait partie, évidemment. Mais, non, mais attendez. L'idée, c'est aussi de faire TF1, que TF1 ouvre l'esprit des Français sur le monde. Je suis désolé de le dire. Ce qui pour vous n'est pas le cas actuellement. Non, je pense qu'actuellement, il y a une surreprésentation des productions américaines. Vous êtes là pour le dire. Non, mais une surreprésentation des productions américaines, par exemple. Moi, je voudrais qu'il y ait des films, une soirée, par exemple, une fois par mois, par exemple une soirée indienne, et puis là, le mois suivant, une soirée avec des films russes, et puis une fois après, ça serait des films japonais, et puis des films sénégalais, pour que les Français, et vous savez, ils adoreraient ça, vous verriez vos parts de marché augmenter, parce que les Français, moi je les vois. Hier, par exemple, les journalistes ont été sidérés non seulement par le nombre de personnes qu'il y avait au meeting hier, par la ferveur, mais aussi par l'extraordinaire diversité des Français que nous rassemblons. Quand vous êtes lancé, difficile de vous arrêter. François Asselineau, on va revenir un petit peu sur l'Europe, puisque, comme le disait Damien, colonne vertébrale de votre programme. On a vu cette Union européenne qui n'a jamais été autant contestée dans une présidentielle. Si on fait l'état des lieux de tous les candidats qui se présentent, on va dire presque 1 sur 2 veut remettre en question et en cause cette Europe. Qu'est-ce qui vous distingue du coup d'une Marine Le Pen, d'un Nicolas Dupont-Aignan? On va l'écouter, elle était en meeting à Lille. Et justement, on entend votre réaction juste après. Mes chers compatriotes, allons-y. On n'a pas le son. Bon, eh ben on l'écoutera plus tard. Bon, mais en gros, on va vous dire, vous êtes sur les terres de Marine Le Pen, qui veut exactement la même chose que vous. Sortir de l'euro, le référendum, retour à une monnaie. Alors, Marine Le Pen
distingue. Il y a une monnaie nationale pour tout ce qui est du quotidien, une monnaie plutôt commune pour tout ce qui est des rapports avec les entreprises et les grands groupes. Donc du coup, quelle est la patte, quelle est la distinction, Asselineau? Alors, Madame Le Pen, elle change de programme à peu près comme de chemisier. Je rappelle qu'en 2012, quand elle était candidate à l'élection présidentielle, allez regarder sa profession de foi. Nous l'avons mise en ligne et décortiquée sur notre site upr.fr, de même que la profession de foi de monsieur Dupont-Aignan. Il n'y avait pas un mot sur l'Union européenne et sur l'euro. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'avais créé l'UPR. Madame Le Pen, son parti politique, est un parti populiste et qui essaye en permanence d'attirer le maximum de gens sur des ambiguïtés. Monsieur Mélenchon fait exactement pareil avec son plan A, qui consiste à renégocier les traités, comme Madame Le Pen, qui propose de renégocier les traités. Et puis le plan B de Monsieur Mélenchon, ça change tout le temps. C'est pas un jour il allait faire un référendum, après ça non, c'est le plan A maintenu, et puis après ça il paye plus. Enfin bon, bref, on n'y comprend rien. Vous savez, les Français sont des gens c'est le pays de Descartes, la France, et donc cartésien. Et puis c'est le pays de Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Moi, je suis le seul qui explique aux Français qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est de le dire, et de dire la seule façon juridique, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est ce que font les Britanniques. Madame Le Pen... Il faut 2 ans, je crois. Oui, c'est 2 ans maximum. Ouais. 2 ans maximum de négociation. Et au bout des 2 ans, si on n'est pas parvenu à un accord, le pays en sort de plein droit. Madame Le Pen, son programme, c'est celui de David Cameron. David Cameron, il avait dit on va renégocier les traités, puis ensuite on fera un référendum. Mais Madame Le Pen, elle ne précise absolument pas. C'est très vague ce qu'elle dit. Elle dit on va renégocier 4 souverainetés. Enfin, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Pour moi, c'est simple. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. Il y a un joli proverbe turc, vous connaissez, qui dit on n'est pas un peu enceinte. Voilà. Une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Mais là, c'est pareil. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. C'est la cause de tous les maux. Attendez, vous revenez sur votre question. Je termine avec cela. Donc, Madame Le Pen... Elle ne dit absolument pas, c'est pas clair ce qu'elle veut, elle ne dit pas quand est-ce qu'elle va mettre en œuvre le référendum, elle ne dit pas d'ailleurs si elle sera satisfaite, elle ne dit pas non plus d'ailleurs, on ne sait pas si le référendum sera suivi des faits. Je rappelle que les Français ont été 55% à voter non au référendum de 2005, dont moi, et qu'on a constaté quoi ? On a constaté que la suite des événements, c'est exactement comme si on avait voté oui. C'est-à-dire que depuis 2005, excusez-moi de le souligner, ça fait quand même 12 ans que la construction européenne est frappée d'une illégitimité fondamentale, un vice de forme, puisque les Français avaient dit non à ce référendum de 2005. Avec quel résultat pour vous, par rapport à vos propositions peut-être les Français, les téléspectateurs qui nous écoutent se disent « Oh là là, on va sortir de l'Europe ». François Asselineau, rassurez-nous, qu'est-ce qu'on va devenir si on sort de l'Europe ? Bien sûr. Alors, déjà, ce que je voudrais dire... Ça fait peur. Je sais que ça fait... Mais attendez, bien sûr, je sais que ça fait peur. Mais le gouverneur de la Banque de France, il y a 2 jours, a dit si on sort de l'Europe, c'est la catastrophe. Oui, je sais bien, il est payé pour ça. Bon, il ne va pas dire le contraire. Bon, moi, il y a quand même quelque chose... Tout à l'heure, vous m'interrogez sur ma biographie. J'ai été délégué général à l'intelligence économique. Moi, je suis français, j'ai un appartement, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis français. Je ne vais pas proposer quelque chose qui mènerait à l'apocalypse. Le projet de l'apocalypse, c'est ce qu'on a dit aux Britanniques. Madame Lagarde, qui était la directrice générale du Fonds monétaire international, avait été allée voir les Britanniques quelques jours avant le référendum du 23 juin dernier, en disant si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça va être une catastrophe. Dans les jours qui viennent, avait-elle dit, les marchés financiers vont être déstabilisés, ça va être une apocalypse financière. C'est pas vrai, il ne s'est rien passé. Ou plus exactement, la livre sterling... puisqu'ils n'ont pas l'euro, la livre sterling a perdu 10% de sa valeur à peu près. Résultat, les exportations ont connu une très forte croissance. Résultat, ils ont créé de l'emploi. Le chômage est tombé à 4,6%. Et beaucoup de grandes entreprises commencent à dire on va quitter Londres parce qu'on reste aussi dans l'Europe. Regardez la banque HSBC, regardez d'autres grandes entreprises britanniques qui disent on va relocaliser à Paris 1000 emplois. C'est ce que dit HSBC, par exemple. Mais s'ils le disent, mais ils ne l'ont pas fait. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que vous avez Nissan qui a décidé de créer une nouvelle ligne pour fabrication des cache-gars, Boeing, Google, Yahoo. Il y a au contraire, toutes les semaines, des grands investisseurs qui disent qu'ils vont investir au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux Français qui m'écoutent, le Royaume-Uni n'a pas disparu dans l'apocalypse. Madame Theresa May, depuis ils sont toujours pas sortis pour l'instant. Ils vont lancer le programme, mais depuis, Madame Theresa May a reçu des quantités de propositions de traités de commerce venant de Chine, de Corée, d'Australie, de l'Inde, etc. Il y a des gens qui me font souvent ce procès, que vous allez peut-être me faire,
qui consiste à dire vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez isoler la France. Mais pourquoi voulez-vous isoler la France, puisque la France est un pays qui a toujours été très ouvert sur le reste du monde? Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est isolée? Non, c'est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. Je disais chez un de vos confrères il y a quelques jours... C'est le fonds de commerce de la Suisse qui a toujours été neutre il y a quelques jours. Et au milieu de l'Europe. Regardez la Norvège, regardez l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Il y a quelques jours, pas de grands pays comme la Grande-Bretagne ou la France. Mais aussi. Justement, la France est un très grand pays, donc la France pourra encore mieux se débrouiller dans le monde de nos jours. Votre autre arme politique, ça va être le référendum. Vous allez systématiquement demander aux Français de se prononcer par référendum sur les grandes questions? Non, pas systématiquement. Je propose, premièrement, de créer un référendum d'initiative populaire, un peu comme les votations qu'il y a en Suisse ou comme les référendums qu'il y a en Californie. Ça existe. Au bout de combien de demandes? 500 000 Il faudra 500 000 citoyens sur une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel pour voir qu'elle est bien constitutionnelle. Si 500 000 citoyens vont déposer en mairie leur signature et leur pièce d'identité, à ce moment-là, la question sera posée. Bon, on mettra sans doute, il y aura sans doute des contraintes pour qu'il n'y ait pas des référendums tous les jours. Ça sera sur des grandes questions. Vous savez, le référendum qui a chassé De Gaulle de l'Élysée, réunir 500 000. Qui est de gaulliste. Moi, je ne suis pas. Je fais souvent référence à Charles de Gaulle, mais le mouvement politique que j'ai créé ne se prétend pas gaulliste. Nous avons des gens venant de tous les horizons. Hier, par exemple, parmi les 6500 personnes, il y avait des membres du Parti communiste français qui sont montés à la tribune et qui ont eu le courage de dire qu'ils appelaient à voter pour moi parce que notre programme, c'est le programme qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, bien entendu remis au goût du jour de 2017, notamment. Le contexte n'avait quand même rien à voir à l'époque. Mais vous savez, le monde est en train de changer à toute allure. Actuellement, nous ne sommes plus dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Actuellement, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce sont souvent des pays qui ont été un peu à l'avant-garde de ce qui allait se passer dans le reste des pays occidentaux. Il y a quelque chose qui est très important. Je voudrais revenir à ce qui me distingue de Mme Le Pen. Les États-Unis, ça vous va, Trump? Écoutez, moi je ne suis pas américain. Monsieur Trump, il a l'air d'être une personnalité un peu fantasque. Bon, il a dit des choses, d'après les propos qui sont rapportés, qui ne me conviennent pas du tout, puisqu'il a tenu des propos qui seraient, paraît-il, misogynes, islamophobes, etc. Ça n'est pas ma tasse de thé. Mais Monsieur Trump, il a dit aussi des choses qui, elles, me conviennent. Par exemple, lorsqu'il dit que l'OTAN est une structure obsolète, je ne vais pas m'en indigner, je considère que c'est vrai et que nous devons sortir de ce bloc militaire qui nous entraîne au choc frontal vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis du monde arabo-musulman. Lorsque M. Trump dit qu'il est contre le TAFTA, le traité transatlantique, je ne vais pas être contre, je suis pour. Lorsque M. Trump félicite les Britanniques pour le Brexit et dit que l'Union européenne va se désintégrer, je ne vais pas dire que je suis contre, puisque c'est justement mes analyses. Ce n'est pas seulement les analyses de M. Trump. L'un des plus grands cabinets d'intelligence économique américain, qui s'appelle Stratfor, a publié une enquête au début de cette année en disant l'Union européenne va exploser. Et c'est parce que depuis ma longue carrière, j'ai été réputé pour voir les choses à l'avance et les choses loin, que je propose aux Français, pendant qu'il en est encore temps, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avant d'être ensevelis sous l'échafaudage qui arrive. Quand Vladimir Poutine salue, rencontre Marine Le Pen, là vous dites quoi? Vous qui êtes plutôt partisan, qui aimez bien les propos ou les positions du président russe, vous applaudissez de main, vous dites bien joué? Je n'ai pas spécialement dit que j'aimais bien les propos du président russe. Nous sommes le seul mouvement politique qui se soit rendu en 2015 pour fêter le 70e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur Staline, sur Hitler, parce que, comme mon grand-père me l'expliquait quand j'étais petit, ce sont les soviétiques qui ont battu Hitler avec la bataille de Stalingrad. Et j'estime que tout problème politique mis à part, il était du devoir des Occidentaux d'aller rendre hommage aux Soviétiques qui ont perdu des dizaines de millions de morts contre Marine Le Pen, Vladimir Poutine. Mais moi, ça, c'est le problème de Mme Le Pen. Mme Le Pen, à l'évidence, Poutine vient d'arrêter aujourd'hui 700 manifestants pacifistes dans les rues de Moscou parce que la manifestation était illégale. Est-ce que je suis allé voir Poutine? Non. Mme Le Pen, elle a besoin de béquilles. Voilà. Mme Le Pen, c'est l'héritière d'une SARL paternelle.
Elle a hérité de ça. Mais elle a besoin de béquilles. Elle a besoin de béquilles conceptuelles. Parce que c'est pas une femme de dossier. C'est connu dans le Landerneau. Donc elle a besoin... D'ailleurs, dès qu'il y a une émission politique un petit peu agressive, elle envoie M. Philippot. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de se faire... Bon. Madame Le Pen, elle a besoin de béquilles médiatiques. Alors elle est allée voir le magazine Time. Vous vous rappelez, elle était allée à New York. Elle avait été adoubée par le magazine Time. Elle a besoin de la béquille de M. Poutine. Elle a besoin de béquilles idéologiques. Elle a besoin de béquilles financières. Elle est allée chercher de l'argent aux Émirats Arabes Unis, auprès de banques russes. Mais moi, je n'ai besoin d'aucune béquille. Qui vous finance, justement? Nous, c'est... Parce que ça coûte cher de réunir 6500 personnes dans une salle. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. De monter un parti, etc. Ça coûte cher, c'est tout à fait exact, mais c'est tout à fait compatible avec notre budget, le budget de campagne. Vous savez, le budget de campagne pour l'élection présidentielle, le plafond est de 23 millions d'euros. Bon. Nous avons budgété 800 000 euros. Il y a de quoi faire sourire de pitié, peut-être. Mais nous, l'argent que nous avons, c'est uniquement et exclusivement l'argent de nos donateurs et de nos adhérents et de leurs cotisations. Qui sont-ils, ces donateurs? Vous donnez leur nom? Non, je ne vais pas donner le nom, mais sachez que le maximum est de 7 500 euros par an et que nous avons à peu près 4 ou 5 personnes qui nous donnent 7 500 euros sur les 20 000. Vous voyez, il y a quelques personnes fortunées. Mais nous n'avons pas... On dit beaucoup dans les rédactions, de ce que je crois savoir, que certains candidats, M. Macron pour ne pas le nommer, lorsqu'il va aux États-Unis ou au Royaume-Uni, rencontre des banquiers très riches qui lui donnent beaucoup d'argent. Moi, ça n'est pas le cas. J'ai lancé une collecte de fonds le 12 décembre dernier. Nous avons plus de 10 800 personnes qui ont participé à cette collecte de fonds. Depuis le 12 décembre, on a récolté plus de 1 million d'euros. Et nous avons budgété 800 000 euros pour la présidentielle et 1 million d'euros pour les législatives. Combien de candidats pour les législatives? Ça se passe comment pour mettre une étiquette UPR sur un candidat qui va faire campagne? D'abord, premièrement, nous demandons, que ce soit quelqu'un qui soit membre de l'UPR, le candidat et le suppléant. 2, nous voulons que ce soit des candidats et des suppléants qui aient tous un casier judiciaire vierge. Ça fait partie d'ailleurs des réformes constitutionnelles que je propose, c'est qu'il soit obligatoire d'avoir un casier judiciaire pour concourir à un mandat électif. 3, nous essayons d'avoir la parité entre les hommes et les femmes pour les candidats. Et 4, bien, nous examinons les candidats. Nous allons avoir, je vous rassure, ou je vous inquiète, je ne sais pas, mais nous allons avoir les 577 candidats. Donc un candidat UPR investi dans chacune des circonscriptions. Et là, ce sera une grande première pour vous. Bien sûr, puisque nous n'avions... Vous savez, tout à l'heure, vous m'aviez demandé pourquoi aviez-vous eu 17 parrainages en 2012. D'abord, reconnaissez quelque chose. C'est qu'à l'époque, personne ne savait combien de parrainages on avait obtenu si on n'avait pas les 500. Moi, je l'avais dit le vrai nombre. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui n'avaient pas les 500... Vous ratissez la France pendant 5 ans pour les avoir? Je termine, mais moi j'avais dit le vrai nombre. J'avais dit 17. Et il y a des gens beaucoup qui ont adhéré parce qu'ils se sont dit « Ah, voilà quelqu'un qui dit la vérité, qui ne me prend pas pour un jambon. » Donc nous, on n'avait que 600 adhérents en 2011-2012. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu avoir les parrainages. Maintenant, on a beaucoup de démarcheurs et c'est pour ça qu'on a pu les obtenir. Ouais. Les sondages, vous allez me dire encore une fois, les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, vous donnent 0,5 en ce moment. Vous êtes vraiment au tout début. Il reste 1 mois pour la présidentielle. Vous le savez parfaitement, vous avez très peu de chances d'être futur président de la République. Deuxième tour, vous votez pour qui? Vous appelez à voter blanc? Notamment si Mme Le Pen est au deuxième tour. D'abord, je me permets excusez-moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à ce que vous dites. Nous avons rassemblé hier 3 fois plus de monde que les socialistes le 3 décembre dernier. Si vous allez sur Internet, sur tous les sondages en ligne où mon nom figure, les résultats ont de quoi blesser ma modestie naturelle. J'arrive avec des scores énormes sur tous les scores sur Internet. Alors on va dire oui, mais c'est Internet. Il faut séduire 44 millions d'électeurs. Oui, mais sur Internet, quand vous avez des sondages sur Internet où il y a 100 000 personnes qui se sont prononcées et où on nous sort d'un chapeau des sondages dont on ne sait pas qui les a faits, où il y a 1000 personnes qui ont été consultées et où ces sondages ont fait l'objet de redressement... Il est impossible que je fasse 0,5 pour la raison simple, c'est qu'il y a 1 an et demi, au moment des régionales, alors que nous avions sans doute peut-être 5 fois moins d'adhérents, on avait fait près de 1%. Donc c'est absolument impossible. Quand je vois la dynamique qui nous porte, c'est absolument impossible que je fasse 0,5%. Mais vous ferez toujours barrage à l'extrême droite? Comment? Vous ferez toujours barrage à l'extrême droite? Mais écoutez, nous allons voir. Je suis convaincu qu'il va y avoir de grosses surprises au cours des semaines qui viennent et des grosses surprises le soir du premier tour. Et je pense, vous vous rappellerez cette émission, je pense que je vais être la surprise
du premier tour. Donc vous pensez que vous fêterez vos 60 ans en septembre prochain à l'Élysée? Et pourquoi pas? Vous savez, 50% des Français ne savent plus pour qui voter, ne veulent plus, ils sont dégoûtés par la situation actuelle. La campagne a sombré dans, c'est même pas de la médiocrité, c'est de l'infamie, avec des affaires qui sortent tout le temps. Les Français cherchent une offre nouvelle et les Français, ils veulent comprendre ce qui se passe. Moi, je leur propose tout ceci. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci de m'avoir invité. Sur LCI, le président de l'Union populaire républicaine. Tout de suite, le journal sur LCI.